Voici quelques mois, Action culturelle anarchiste de Bruxelles a consacré une soirée à la poésie. Le thème retenu était celui de la révolte. Lors de cette soirée, tout un chacun pouvait lire les poèmes qu'il désirait en rapport donc avec ce sujet. J'ai décidé, pour ma part, de lire ici même les quelques textes que j'avais repris à cette occasion. Il s'agit de poèmes qui s'étendent du milieu du XIXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, donc en gros sur 150 ans. Les auteurs de ces textes sont issus de la francophonie, mais aussi de la littérature étrangère, et les poèmes portent sur la révolte en rapport avec des événements importants qui, la plupart du temps, venaient de se dérouler dans leur propre pays. Il sera ainsi question aujourd'hui d'un poème de Victor Hugo, écrit en décembre 1848, peu de temps donc après la fameuse Révolution de février. Il sera ensuite question d'un poème d'Arthur Rimbaud, écrit au lendemain de la Commune de Paris. Ensuite, d'un poème d'Émile Verhaeren, écrit à l'extrême fin du XIXe siècle, et qui renvoie sous forme d'image dans un miroir les émeutes de la fin du XIXe siècle en Belgique, lors de la seconde révolution industrielle, et d'autre part les mouvements des iconoclastes dans la deuxième moitié du XVIe siècle en Flandre. Ensuite, je lirai le célèbre poème « Les 12 » d'Alexandre Berg, qui relate avec sa vision des choses la révolution de 1917. Ensuite, je lirai la lettre aux intellectuels apolitiques de mon pays, d'Otto-René Castillo, poète latino-américain. Et enfin, pour terminer, des textes de Taslima Nasrine, écrits à la fin du XXe siècle et qui concernent la condition horrible, on peut le dire, de la femme dans son pays, le Bangladesh. Je commence donc par Les châtiments de Victor Hugo, et le texte que je vais lire est très célèbre. Je vous ai dit il y a quelques instants qu'il date de décembre 1848. La date a son importance. Et le titre en est le suivant: Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui, d'un haut destin, gravissent l'âpre cime. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime,
ayant devant les yeux sans cesse nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. C'est le prophète saint prosterné devant l'arche, c'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, Seigneur, les autres je les plains. Car de son vague ennui le néant les enivre, car le plus lourd fardeau c'est d'exister sans vivre. Inutile, épars, ils traînent ici-bas le sombre accablement d'être en ne pensant pas. Ils s'appellent vulgus, plebs, la tourbe, la foule. Ils sont ceux qui murmurent, applaudissent, sifflent, coulent. Bas des mains, foule aux pieds, bas et dit oui, dit non, n'a jamais de figure et n'a jamais de nom. Troupeau qui va, revient, juge, absout, délibère, détruit, prêt à Marat comme prêt à Tibère, foule triste, joyeuse, habits dorés, bras nus, pêle-mêle et poussés aux gouffres inconnus. Ils sont les passants froids, sans but, sans nœud, sans âge, le bas du genre humain qui s'écroule en nuages, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne compte pas, ceux qui perdent les mots, les volontés, les pas. L'ombre obscure autour d'eux se prolonge et recule. Ils n'ont du plein midi qu'un lointain crépuscule, car jetant au hasard les cris, les voix, le bruit, ils errent près du bord sinistre de la nuit. Quoi? Ne point aimer, suivre une morne carrière sans un songe en avant, sans un deuil en arrière. Quoi? Marcher devant soi sans savoir où l'on va, rire de Jupiter sans croire à Jéhovah, regarder sans aspect l'astre, la fleur, la femme, toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l'âme, pour de vains résultats faire de vains efforts, n'attendre rien d'en haut, ciel, oublier les morts. Oh non, je ne suis point de ceux-là, grand, prospère, fier, puissant ou caché dans d'immondes repères. Je les fuis, et je crains leurs sentiers détestés. J'aimerais mieux être aux fourmis des cités, tourbe, foule, homme faux, cœur mort, race déchue, un arbre dans les bois, qu'une âme en cohue. D'Arthur Rimbaud maintenant, ce texte tiré des derniers vers. Ce texte est tiré de 1872, donc un an après les événements douloureux de la Commune. Rimbaud ici évoque la Commune justement, ses espoirs révolutionnaires, son échec et sa répression. Qu'est-ce pour nous, mon cœur, que les nappes de sang et de braise, et mille meurtres et les longs cris de rage, sanglots de tout enfer renversant tout ordre, et l'aquilon encore sur les débris. Et toute vengeance, rien. Mais si tout encore nous la voulons, industriels, princes, sénat, périssez, puissance, justice, histoire, abat, ça nous est dû, le sang, la flamme d'or. Tout à la guerre de la vengeance, à la terreur mon esprit. Tournons dans la morsure, ah, passez, république de ce monde, des empereurs, des régiments, des colons, des peuples, assez! Qui remuerait les tourbillons de feu furieux que nous et ceux que nous nous imaginons frères. À nous, romanesques amis, ça va nous plaire. Jamais nous ne travaillerons au flot de feu. Europe,
Asie, Amérique, disparaissez. Notre marche vengeresse a tout occupé, cité et campagne. Nous serons écrasés. Les volcans sauteront et l'océan frappé. Ô mes amis, mon cœur, c'est sûr, ils sont des frères. Noirs inconnus, si nous allions. Allons, allons, ô malheur! Je me sens frémir. La terre vieille, sur moi de plus en plus à vous. La terre fond. Ce n'est rien. J'y suis toujours. Le texte d'Émile Verhaeren que je vais lire est tiré des Villes tentaculaires. Ce texte renvoie deux révoltes, celle d'une part des ouvriers maltraités, sous-payés, dominés, écrasés de la fin du XIXe siècle en Belgique, et d'autre part les iconoclastes qui, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans les Pays-Bas méridionaux, donc ce que l'on appelle le territoire belge aujourd'hui, se révoltent donc contre, d'une part, l'Église catholique, la religion catholique, et d'autre part, c'est le même combat contre l'absolutisme de Philippe II. Ils expriment leur révolte par la destruction des images saintes. C'est la raison pour laquelle on les appelle les iconoclastes. La révolte d'Émile Verhaeren, 1895. La rue, en un remous de pas, de torse et de dos d'où sont tendus des bras, sauvagement ramifiés vers la folie, semble passer volante. Et ces fureurs au même instant s'allient à des haines, à des appels, à des espoirs. La rue en or, la rue en rouge, au fond des soirs. Toute la mort en des beffrois tonnants se lève. Toute la mort surgit en rêve, avec des faux et des épées et des têtes atrocement coupées. L'atout des canons lourds, les lourds hoquets des canons sourds, mesurent seuls les pleurs et les abois de l'heure. Les hauts cadrans des horloges publiques, comme des yeux en des paupières, sont défoncés à coups de pierre. Le temps normal n'existant plus, pour les cœurs fous et résolus des multitudes faméliques. La rage, elle a bondi de terre sur un monceau de pavés gris. La rage intense, avec des cris, avec du feu dans ses artères. La rage, elle a bondi féroce et haletante, et si terriblement que son moment d'élan vaut à lui seul le temps que met un siècle en gravitant autour de ses 100 ans d'attente. Tout ce qui fut rêvé jadis, ce que les fronts les plus hardis vers l'avenir ont instauré, ce que les âmes ont brandi, ce que les yeux ont imploré, ce que toute la sève humaine silencieuse a renfermé, s'épanouit aux 1000 bras armés de ces foules brassant leur houle avec leur haine. C'est la fête du sang qui se déploie à travers la terreur en étendard de joie. Des gens passent rouges et ivres,
des gens pas sur des gens morts. Les soldats clairs, casqués de cuivre, ne sachant plus où sont les droits, où sont les torts, là d'obéir charge mollassement. Le peuple énorme et véhément, qui veut enfin que sur sa tête luisent les ors sanglants et violents de la conquête. Voici des docks et des maisons qui brûlent. En façade de sang, sur le fond noir du crépuscule, l'eau des canaux en réfléchit les fumantes splendeurs, de haut en bas jusqu'en ses profondeurs. D'énormes tours obliquement dorées barrent la ville au loin d'ombres démesurées. Les bras des feux, ouvrant leurs mains funèbres, éparpillent des lambeaux d'or par les ténèbres. Et les brasiers des toits sautent en bonds sauvages, hors d'eux-mêmes jusqu'aux nuages. Au vieux palais public, tous les échevins d'or, jadis domptaient la ville et refouaient les forts. Et la marée en rute des multiples fortes, on pénètre, cognant et martelant les portes. Les clés sautent, les gonds cèdent et les verrous. Des armoires de fer ouvrent de larges trous, où s'empilent par tas les lois et les harangues. Une torche soudain les lèche avec sa langue, et tout leur passé noir s'envole et s'éparpille, tandis que dans la cave et les greniers on pille, et qu'on jette dans les fossés du vieux rempart des morts coupant le vide avec leurs bras épars. Dans les couvents, les chapelles et les églises, les verrières où les martyrs sont assises, jonchent le sol et s'émiettent comme du chaume. Un Christ, exsangue et long comme un fantôme, est lacéré et pend tel un haillon de bois au dernier clou qui perce encore l'or de sa croix. Le tabernacle, ardent et pur, où sont les crèmes, est attaqué à coups de poing et de blasphème. On soufflette les saints près des autels debout, et dans la grande nef, de l'un à l'autre bout, telle une neige, on dissémine les hosties pour qu'elles soient, sous les talons, anéanties. Tous les joyeux du meurtre et des désastres étincellent ainsi sous l'œil des astres. La ville entière éclate en pays d'or coiffé de flammes écarlates. La ville, au vent des soirs, vers les lointains houleux, tend sa propre couronne énormément en feu. Toute la rage et toute la folie brassent la vie avec leur lit, si fort que, par instants, le sol semble trembler, et l'espace brûler, et la fumée, ses fureurs s'écheveler, s'envoler, et balayer les grands cieux froids. Tuer, pour rajeunir et pour créer, ou pour tomber et pour mourir, qu'importe. Passer, ou se casser les poings contre la porte, et puis, que son printemps soit vert ou qu'il soit rouge, n'est-elle point, dans le monde toujours, haletante à travers les jours, la puissance profonde et fatale qui bouge? Je rappelle qu'en 1886, il y eut une grève et des émeutes très importantes en Belgique. Nous passons maintenant à la poésie russe. Le texte que je vais vous lire est tiré d'Alexandre Blok, qui vécut entre 1880 et 1921. Alexandre Blok est issu d'une grande famille bourgeoise. Son père était recteur de l'université de Pétersbourg. Lui-même va évoluer vers le fantastique, le rêve, le mysticisme dans ses poèmes. Et lors de la Révolution de 1905, cette révolution, lors de laquelle il y eut
eut un effrayant massacre à Pétersbourg, justement, Alexandre Blok, qui appartenait donc à la bourgeoisie, dans une des manifestations, porte le drapeau rouge. Cet événement est important car il interviendra sous sa forme christique à la fin du poème Les 12 que je vais vous lire. Le tsar va réprimer impitoyablement les forces révolutionnaires et un simulacre de parlement, la Douma, va être mise en place avec des réformes tout à fait superficielles, destinées à faire taire justement la bourgeoisie, mais certainement pas le prolétariat et les masses paysannes. Lors de la Révolution d'octobre, Alexandre Blok est assourdi par l'écroulement du vieux monde et va donc écrire son chef-d'œuvre Les 12. Les 12, on voit évidemment la connotation évangélique de ce nombre. Qui sont les 12? En fait, il s'agit d'une patrouille de 12 révolutionnaires, des bolcheviks donc, qui circulent dans la ville enneigée. Petka, l'un des 12, tue Katka, qui est une fille du peuple, une fille de joie, une prostituée, et tout s'achève par l'apparition, dans cette nuit enneigée de Pétersbourg, par l'apparition donc du Christ, qui précède la patrouille et porte le drapeau rouge. Évidemment, les soviétiques ne pouvaient pas donner leur adhésion à ce poème, car c'est le Christ qui guide le peuple vers une rédemption, et la question est de savoir si ce poème est la critique violente de la Révolution d'octobre ou au contraire sa glorification. Je vous laisse juge et je vais donc m'atteler à cette lecture. Le texte date de 1918, du mois de janvier si je ne m'abuse, et donc est très proche des événements qui se sont produits 3 mois plus tôt. Car vous le savez, la Révolution d'octobre s'est produite au mois de novembre dans le calendrier grégorien. Le soir est noir, la neige est blanche, le vent, et le passant titube et flanche. Le vent souffle partout en ouragan. Il souffle, il hurle dans l'espace, et sous la neige on sent la glace. Que c'est glissant, que c'est lassant. Trébuchant, le piéton n'avance qu'à tâtons. Une pancarde entre 2 édifices pendus à cette corde lisse. Les pleins pouvoirs à la constituante. Une vieille qui se lamente, elle ne comprend pas, au fond, que l'on gaspille un tel chiffon. Il aurait pu vêtir les gosses, qu'on nous habille et qu'on nous chausse. La vieille, tout en clopinant, déjà dépasse la congère. Protège-nous, ma sainte mère, les bolcheviks, ils vont nous faire tous mourir. Quel vent effrayant! Et le froid ne lui cède en rien. Au carrefour, c'est le bourgeois qui, dans son col, fourre un effroi. Et celui-ci, les cheveux longs, qui dit à mi-voix, les félons, le pays sombre. C'est peut-être l'orateur ou l'homme de lettres. Et puis voici quelques soutanes se faufilant de ce côté. Et pop,
tu ne te pavanes pas aujourd'hui en vérité. Te souvient-il de ta faconde? Tu marchais le ventre en avant et ta croix aveuglait le monde sur ta poitrine s'étalant. Deux barignats fondaient cancan dans leurs longs manteaux d'astracan. Oh, nous avons pleuré, pleuré. Mais comme par un fait exprès, l'une d'elles choit. La voilà qui, dans la neige, tombe à plat. Oh là, tire-la, lève-la. Mais le vent tout content s'amuse le méchant. Il agite les pans, il fauche les passants, il déchire, il écarte cette grande pancarte. Les pleins pouvoirs à la constituante. Bribe de phrases tournoyantes. Et nous aussi. Dans cet immeuble-ci, une réunion. Notre décision. 25, la nuit, 10 à moment. Ni rabais ni discussion, viens dormir maintenant. Il se fait tard, la rue est vide. C'est un clochard, doron, livide, le vent le glace. Viens, pauvre air, que l'on s'embrasse. Du pain, misère, que sera-ce demain? Va, passe ton chemin. Comme le ciel est noir, comme ce soir bout la colère. La sombre, la sainte, l'amère, et comme la poitrine est pleine d'une noire et sinistre haine. Camarade, prends garde, regarde bien, regarde. Ah, quel vent! La neige poudroie. Ils sont 12 marchant toujours, fusils pendus à des courroies. Des feux tout alentour. Dans la bouche, la cigarette, un certain pli à leur casquette, sur leur dos un as de carreau. Pourtant, ne serait pas de trop. Liberté, liberté, plus de croix, plus de croix. Ta 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 ta. Camarade, ce qu'il fait froid. 4K avec 20K sont au bistrot là-bas. Elle a des billets dans ses bas, et lui non plus n'en manque pas. Il fut des nôtres dans le temps, mais il s'est fait soldat maintenant. Bourgeois, fils de chienne, 20K, essaye d'embrasser ma 4K. Liberté, liberté, plus de croix, plus de croix. À quoi donc s'occupe 4K avec 20K? À quoi? À quoi? Ta ta ta. Dans le soir, des feux étincellent, le fusil pend à la bretelle. Au pas révolutionnaire, l'ennemi ne sommeille guère. N'écoute pas les inepties. Tire sur la sainte Russie, sur la vieille, la familière, aux isbas, comme au gros derrière. Et plus de croix. Ainsi nos gars sont allés dans l'armée rouge s'enrôler. Dans l'armée rouge s'enrôler, lui offrir leur tête brûlée. Notre peine nous suffoque, notre existence de chien, notre manteau tout en loques, notre fusil autrichien. Malheur à tous les bourgeois, le feu mondial rougeoie, nous l'allumons dans le sang. Bénis-nous, Dieu Tout-Puissant. « 20K et 4K sur le siège volent dans un traîneau rapide parmi les tourbillons de neige. Le cocher crie et tient les guides. Électrique sur le timon brille le petit lumignon. Dans sa capote militaire, 20K, ce crétin exemplaire, vaniteux pour en faire accroire, tortille sa moustache noire. Admirez donc mes épaules, entendez bien mes paroles.
20K l'enlace et l'envoûte, 4K la saute l'écoute. Son visage se renversant, on voit les perles de ses dents. Oh, ma Katia vagabonde, oh, ma petite gueule ronde. Sur ton cou blanc, pourtant encore, de mon couteau reste la trace, et sous ton sein gauche ressort les raflures à la même place. Danse, danse encore ma fille, tes jambes sont bien trop jolies. Dans tes dessous de dentelle, vas-y, vas-y donc, ma gosse. Avec les gradés, ma belle, vas-y, va faire la noce. Cet officier, tu te rappelles? Mon long couteau l'a bien atteint. Ta mémoire flancherait-elle? Ne te souviens-tu plus, catin? Tu portais belle guêtre grise, croquant du chocolat mignon. Avec des gradés, je t'ai prise, mais à présent, c'est les troufions. Pêche autant que tu peux le faire, ton âme en sera plus légère. Il repasse à toute allure, le cocher vole et hurle et jure. À l'aide, André, fais la barrière. Petrouchka, toi, viens par derrière. Tac, 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 tac. La neige s'envole en poussière. Il prend la poudre d'escampette, appuie encore sur la gâchette. Tac, 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 tac. Bonne leçon pour toi, en somme, d'avoir pris 4K à son homme. Avec le cocher, tu te trottes, mais je t'aurai demain, sans faute. 4K, où donc es-tu passé? Morte, la tête renversée. Contente enfin, tu ne dis rien. Pourri sur la neige, putain. Au pas révolutionnaire, l'ennemi ne sommeille guère. Les hommes vont d'un pas altier. Leur fusil comme tout bagage, mais lui, le pauvre meurtrier, on n'aperçoit plus son visage. Toujours accélérant le pas, la neige vite, vite, il foule. Dans un mouchoir, son cou s'enroule. Vraiment, il ne s'en remet pas. Qu'as-tu, camarade? Tu n'es pas gai, tu parais tout hagard. Petrouchka, baisses-tu le nez? Plaindrais-tu 4K par hasard? Mes amis, ma seule famille, je l'aimais, que je l'aimais. Je passais avec cette fille des nuits qui ne s'oublient jamais. Et pour cette bravade folle qui s'allumait dans son regard, pour sa mouche près de l'épaule, qu'ai-je fait, furieux guignard? Tais-toi, salaud, quelle rengaine, tu radotes comme une femme, retournant à l'envers ton âme. Confesse-toi donc, et, sans gêne. Allons, redresse tes épaules, allons, sur toi, garde contrôle. Qu'on s'apitoie et se relâche, pour cela, l'on a trop à faire. Cher camarade, notre frère, nous avons de bien autres tâches. Modérant son pas à leur suite, déjà Petrouchka va moins vite. Le voilà qui déjà rejette, gai comme auparavant, la tête. S'amuser n'est pas péché. Allez, fermez tous les étages, car aujourd'hui c'est le pillage. Sur les caves, laissez les clés, les va-nu-pieds vont se saouler. Ma peine amère, ma peine, l'ennui mortel qui nous guette. Je saurais faire la fête, je saurais croquer les graines, je me gratterai la tête, et de mon couteau fin prêt, je saurais tracer des traits. Et bourgeois, tiens-toi penaud, deviens un petit moineau, sans plus attendre à présent, je vais boire tout ton sang, pour venger mon désespoir pour ma fille aux sourcils noirs. Qu'elle repose en le Seigneur au crève-cœur, au crève-cœur. On n'entend plus de bruits urbains. La Neva repose tranquille. Amusez-vous, même sans vin, il n'y a plus d'agents de ville. Au carrefour, c'est le bourgeois qui, dans son col, fourre un effroi, et la queue basse, un chien galeux auprès de lui se tient, frileux. Il a l'air d'un muet problème. Derrière lui, voici Cagnard, comme le vieux monde lui-même, la queue basse,
ce chien bâtard. Comme par jeu, toujours augmente cette tourmente, la tourmente si forte qu'on ne se voit pas, non vraiment pas à 4 pas. Ou cette neige tourbillonne, ou bien elle monte en colonne. Quelle bourrasque, sauveur, Petka, ne sois pas menteur. À quoi donc te sert alors cette iconostase en or? Tu n'es pas très conscient. Réfléchis bien en ce jour. Par Katka, pour son amour, tes mains sont encore en sang. Ô pas révolutionnaire, voici notre adversaire. En avant, sans peur, peuple de travailleurs. Ils vont au pas souverain. Ils n'ont rien gardé de saint. À tout vraiment, ils sont prêts, sans le plus petit regret. Leur fusil à la bretelle, contre un ennemi caché, dans les étroites ruelles, ils ont du mal à marcher. La neige retient les bottes, tant elle est épaisse et haute. Devant leurs yeux, dans le vent bouge un drapeau rouge, et monotone, leur pas résonne. Gare, féroce est l'ennemi, il ne dort qu'à demi. Jour et nuit, aveuglante, la poussière de la tourmente. En avant sans peur, peuple de travailleurs. Souverain résonne leur pas. Voilà. Vois qui donc se cache là-bas. Qui va là? C'est le vent qui bouge, qui joue avec le drapeau rouge. Dans ce tas de neige glacée, quelqu'un, je le crois, s'est glissé. Mais non, seul ce chien de misère, affamé, clopine derrière. Va-t'en, teigneux, tu nous embêtes, sinon, avec ma baïonnette, je vais te chatouiller les reins. Le vieux monde est comme ce chien qui montre ses dents. J'en ai marre. File, disparaît, sinon gare. Toujours ce chien. Mais qui donc bouge? Qui donc agite un drapeau rouge? Comme il fait noir, sois attentif. Là, derrière les bâtiments, quelqu'un marche d'un pas furtif. Camarade, rends-toi vivant. Je t'aurai, mort ou vif. Rends-toi, fais vite, car après, je t'avertis, on va tirer. Tac, tac, tac. Qui répond? C'est l'écho seul, dans les maisons. Seul le rire de la bourrasque dans les neiges glapit. Fantasque. Tac, tac. Tac, tac. 12. Ils vont d'un pas souverain, famélique les suit un chien. Mais invisible dans la nuit, invulnérable sous les balles, d'un pied délicat et léger, traversant l'espace enneigé, comme poudré de perles pâles, réincarné, de roses blanches couronnées, Jésus-Christ qui marche devant, porte leur étendard de sang. Nous allons passer maintenant à une toute autre époque, puisqu'il s'agit de l'époque de la seconde moitié du XXe siècle, en partant d'un poème d'Otto-René Castillo. Otto-René Castillo, qui est un intellectuel guatémaltèque, qui est né en 1936 et qui est mort en 1967. Il était membre du Parti communiste guatémaltèque. Après un coup d'État, le coup d'État de 1954, il se réfugie au Salvador, en République démocratique allemande, et de retour en 1964,
donc 10 ans plus tard, il participe à la guérilla menée par les forces armées rebelles. Il est arrêté en 1967, il est assassiné par les forces de sécurité après avoir été sauvagement torturé et mutilé. Nombre de ses poèmes sont célèbres dans toute l'Amérique latine, comme Libertad, Vamos Patria a Caminar. Leur écho a dépassé de loin les milieux révolutionnaires et marxistes auxquels il appartenait et au sein desquels il avait décidé, choisi d'évoluer. Je vous lis sa lettre aux intellectuels apolitiques de mon pays, qui devrait en faire réfléchir plus d'un en ces temps de désorientation de la population. Un jour, les intellectuels apolitiques de mon pays seront appelés par l'homme simple de notre peuple. Il leur demandera ce qu'ils faisaient lorsque la patrie s'éteignait lentement, à petit feu, faible et solitaire. Il ne les interrogera pas sur leurs vêtements, ni sur leurs longues siestes après leur goûter, ni sur les combats stériles avec le néant, ni sur le manière ontologique de faire de l'argent. Il ne les interrogera pas sur la mythologie grecque, ni sur les dégoûts qu'ils ressentaient d'eux-mêmes quand l'un d'eux, en son fort intérieur, s'apprêtait à mourir lâchement. Personne ne leur posera de questions sur leur justification absurde, ni à l'ombre d'un mensonge parfait. Ce jour-là viendront les hommes simples, ceux qui, jamais, n'eurent leur place dans les livres et les vers, des intellectuels apolitiques. Ceux qui, tous les jours, pourtant, venaient leur apporter le lait et le pain, les œufs et les galettes de maïs. Ceux qui conduisaient leurs voitures, veillaient sur leurs chiens et leurs jardins et qui travaillaient pour eux. Ils demanderont « Qu'avez-vous fait quand les pauvres souffraient et que se consumait en eux gravement la tendresse et la vie ?» Intellectuels apolitiques de mon doux pays, vous resterez sans réponse. Un vautour de silence vous dévorera les entrailles. Votre propre misère vous rongera l'âme et vous resterez muet, gêné de vous-même. La traduction que j'utilise a paru dans Enjeux internationaux numéro 10. Reste enfin, pour terminer, une grande féministe asiatique, Taslima Nasrin. Je vous montre l'opuscule dans lequel se trouvent les 3 poèmes que je vais vous lire maintenant. Cet opuscule, dans sa traduction française, s'intitule « Femmes, poèmes d'amour et de combat », collection Librio. Taslima Nasrin est née il y a maintenant 55 ans, en 1962, dans le Pakistan oriental qui deviendra 9 ans plus tard le Bangladesh. Elle s'est rapidement révoltée contre le cercle des interdits infligés aux femmes au nom de la tradition et de l'islam, donc la religion dans laquelle elle a été élevée. Elle fait des études de médecine, elle devient gynécologue, et ce métier n'est évidemment pas le résultat d'un choix fortuit. Elle va publier ensuite de nombreux romans, nouvelles, essais, textes politiques, où elle dénonce, entre autres choses, la situation
dans laquelle vivent les femmes de son pays, qui sont véritablement dominées par l'idéologie masculine dominante. Elle cherche à mettre à nu les racines de l'oppression. Les fondamentalistes vont s'en prendre à elle, car ils ne supportent pas, bien entendu, ce qu'elle écrit, d'autant plus qu'elle est une menace pour l'ordre social dans son pays. Elle critique même le Coran en estimant qu'il ne correspond plus et qu'il ne correspond pas à l'éthique. Elle se met à dos à la fois le gouvernement qui la poursuit devant les tribunaux parce qu'elle menace la religion de la majorité de la population. Elle est contrainte à se plonger dans la clandestinité, prise qu'elle est dans cet étau entre d'une part le gouvernement et d'autre part les fondamentalistes. Elle va entamer à partir de ce moment-là une longue errance en Occident qui débutera en Suède en août 1994. Les trois poèmes que je vais lire maintenant datent donc de la fin du XXe siècle. J'utilise ici une traduction française qui date de 2003. Ces poèmes sont assez durs et leur contenu va aller crescendo. Le propos est très fort et je vous convie à écouter donc maintenant la voix de Taslima Nasrine. Le fouet. Le mâle attrape la sangle et te fouette sur le dos. N'es-tu qu'une chèvre stupide, un poisson invertébré, un bout de bois mort? Quand je te regarde, ce n'est pas de la pitié que j'éprouve, mais une immense colère. Puisque tu as deux mains, pourquoi ne pas lui arracher le fouet pour le faire passer de sa main dans la tienne? Tu es un être humain complet avec ses passions et ses colères. Tu en as bien plus que lui. Alors pourquoi ne pas lui montrer ta force? Montre-lui que tu peux, toi aussi, le détester, le fouetter, le lapider, l'écraser. Montre-lui que tu peux, toi aussi, tuer le diable. Second poème, le jeu à l'envers. L'autre jour, à Ramna Park, j'ai vu un garçon acheter une fille. J'aimerais bien acheter un garçon pour 5 ou 10 takas. Un garçon rasé de près, avec une chemise propre, bien coiffé avec une raie. Un garçon assis sur un banc du parc ou posté sur la grande route dans une pose alanguie. J'aimerais agripper le garçon par le col et le faire grimper dans un rickshaw. Je lui chatouillerais le ventre et le cou pour le faire glousser de plaisir. Après l'avoir emmené chez moi, je le piétinerais furieusement, à coups de talons aiguilles. Puis je le flanquerais d'or. Tire-toi de là, salopard! Les pansements collés sur le front, les garçons somnoleraient à l'aube sur les trottoirs en grattant leur vilaine croûte. Des chiens galeux lécheraient le pus jaunâtre qui sointe des plaies entre leurs jambes. En les voyant, les filles éclateraient de rire, d'un rire qui tinterait comme des bracelets de verre qui se brisent. J'ai vraiment très envie de m'acheter un garçon.
un garçon nubile au large torse. J'achèterai un garçon et je le mènerai dans tous les sens. Tout en bourrant de coups de pied ses couilles ratatinées, je lui crierai « Tire-toi de là, salopard !» Enfin, dernier texte, à n'en point douter, le plus dur. Tenez-vous bien. La fille s'approche, le visage entièrement brûlé. Son visage n'a plus rien d'un visage. On dirait l'empreinte d'un monstre dans la boue. Son beau visage lui a été arraché. Elle s'approche sans acide à la main. Elle n'a pas l'intention de te jeter de l'acide au visage. Elle n'est pas aussi cruelle. Elle ne va pas t'arracher le visage. Elle s'approche. Elle vient vers toi. Ses yeux pendent hors de leurs orbites, comme deux chauves-souris suspendues à un fil électrique. Son nez est écrabouillé. Elle n'a plus ni lèvres ni oreilles. Ses dents sont intactes. Elles n'ont pas été brûlées. Elles sont blanches et pointues. Et ses dents vont te mordre. Elle ne va pas te mordre au visage, ni au bras, ni à la poitrine, ni à la jambe, ni à la gorge. Non, elle va te mordre et t'arracher la queue. J'ai dit